Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la salle geek et comme vous le savez quand on se retrouve dans la salle geek c'est parce qu'on va papoter un petit peu. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous donner des conseils pour devenir freelance si ça vous intéresse. J'ai voulu vous expliquer ce qui m'est arrivé ces derniers mois, comment j'en suis arrivée là, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que ça y est, ma société Emily One Studio est officiellement ouverte depuis le 1er juin. Donc là c'est le début d'une nouvelle aventure parce qu'il y a devenir freelance et être freelance. C'est complètement différent. Donc là j'avance de nouveau dans le brouillard, enfin dans le brouillard, oui et non, j'en dirai un peu plus après, mais voilà, c'est tout nouveau, je ne sais pas ce que ça va donner, je n'ai aucune notion de l'avenir, mais en tout cas ce que je sais c'est que je vais tout faire pour que ça fonctionne, et en tout cas je suis motivée et ça c'est le principal. Alors mon premier conseil, et c'est par là que vous devez commencer si vous souhaitez changer complètement de vie, donc de passer de salarié à freelance, c'est trouver une idée qui va fonctionner. Donc bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon cas personnel en tant que photographe culinaire, mais ça s'applique à tous les métiers, quasiment. Donc déjà, quand j'ai eu l'idée de devenir photographe culinaire, il fallait déjà que je sache, est-ce que c'est un métier qui marche? Est-ce que c'est un métier qui est demandeur, enfin qui a de la demande sur le marché? Parce que c'est bien beau de vouloir faire un métier qu'on aime, mais s'il n'y a rien derrière, s'il n'y a pas de demande, pas de suivi, pas de business quoi. Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'aller tout simplement discuter avec des photographes culinaires. Donc je leur ai posé des questions, leur demandé comment ils se sont lancés, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a de la demande, etc. etc. Et j'ai aussi regardé un peu sur internet, mais pour moi le meilleur moyen de savoir ce qu'il en est, c'est quand même de parler avec des gens de votre métier en fait, de votre futur métier. Et donc du coup, j'ai vu qu'en effet, si, c'était un métier en demande. Voilà, donc déjà ça c'est le premier point à avoir, c'est que peu importe le métier que vous choisissez, il faut vraiment savoir s'il y a de la demande sur le marché. C'est le point le plus important. On passe au deuxième conseil. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir un bon mindset. Donc qu'est-ce que c'est que le mindset? C'est tout simplement un bon état d'esprit. Alors, je ne vous cache pas que devenir entrepreneur, freelance, c'est les montagnes russes au niveau des émotions. Parce qu'en fait, c'est autant excitant que flippant parce que c'est un domaine quand on a été salarié pendant plus de 20 ans, comme je l'ai été, forcément, passer de l'autre côté, c'est complètement différent. Complètement différent. C'est autant excitant comme je vous dis parce que c'est super, on est notre propre patron, on peut faire ce qu'on veut, on peut se laver à l'heure qu'on veut et tout. Enfin, on a beaucoup d'avantages. Mais en inconvénient, c'est qu'on a beaucoup de charge mentale parce que forcément tout dépend de nous et du coup ça nous met une pression d'enfer parce qu'il faut vraiment réussir et pour ça, il faut être sûr qu'on adopte les bonnes stratégies, qu'on part pas dans le mur en fait. Donc du coup, c'est vrai que ça peut perturber. Mais c'est quand même très important, il faut vraiment avoir un très bon état d'esprit pour survivre à tout ça. Parce que franchement, ces 6 derniers mois, si j'avais pas eu un bon mindset, je pense que je me serais écroulée. Bon, je vous cache pas qu'il y a eu des phases où je me suis écroulée, de toute façon vous le savez, puisque je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, j'arrivais pas à gérer YouTube avec, ça faisait beaucoup trop de charge mentale pour moi, parce qu'il y a eu des passages où c'était plus dense que d'autres, mais sinon globalement, franchement non, c'est que du bonheur, mais parce que justement j'adopte une attitude positive. Il faut savoir que je suis quelqu'un de vachement pessimiste à la base, donc vraiment devenir positive c'était dur pour moi. Mais voilà, je vous le dirai dans le conseil numéro 3, j'ai trouvé comment justement avoir cet esprit positif et c'est ce qui m'a aidé grandement au quotidien et qui m'aide toujours à l'heure actuelle puisqu'il faut vraiment garder cet état d'esprit tout au long de son aventure entrepreneuriale. Troisième conseil, entourez-vous de personnes bienveillantes. Que ce soit au niveau de vos proches. Moi, mon mari a été d'une aide grandiose, même à l'heure actuelle, toujours. Quand je commençais à aller mal, tout de suite, il prenait les devants.
il m'obligeait à faire un break, de prendre du repos, de me détendre et tout ça. Et puis il a tout fait pour me faire rire, pour me changer les idées. Et puis dès que j'avais des doutes, je me suis dit non, je vais pas y arriver ou ça ne marchera pas. Parce que forcément, vous avez toujours ces idées qui vous traversent l'esprit. Vous vous dites, bah, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il faut être réaliste. On ne sait pas. On ne sait pas. L'avenir n'est pas connu. En tout cas, je sais que je peux faire tout pour y arriver, mais ça peut très bien ne pas fonctionner. J'espère pas, mais c'est possible. Donc du coup, forcément, au niveau du mindset, ça, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que je vous parlais de montagne russe juste avant. Et du coup, quand ça va mal, bah, mon mari tout de suite, bah, il est là pour moi et tout. Il me dit, mais si tu vas y arriver, tes photos sont super, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, etc., etc. Et ça, c'est vrai que quand on a des proches bienveillants comme ça peut que aller, c'est clair. Parce que si vous avez des proches qui ne croient pas en votre projet ou qui vous disent, ah, t'es folle ou machin, bah, forcément, ça vous culpabilise, ça vous aide pas. Ça vous aide pas. Donc, j'ai la chance d'avoir un mari super génial. C'est pas pour rien que je l'ai choisi. Sinon, si vous n'arrivez pas à avoir ce soutien auprès de vos proches, je vous conseille grandement, de toute façon, même là, même malgré que j'ai un super mari, j'ai quand même du soutien ailleurs, c'est-à-dire d'autres entrepreneurs. Alors, pas forcément dans le même métier que vous. Alors, bien sûr, j'ai des photographes culinaires avec qui je discute au quotidien et que j'apprécie grandement, hein, parce que du coup, on se soutient, on se donne nos objectifs, on se fait des petits récaps et tout, ça nous motive autant. On a l'impression d'être des collègues de travail en fait, donc c'est ce qui nous manquait parce que quand on est salarié, on aimait bien retrouver nos collègues, enfin quand on aimait bien nos collègues. Et du coup, quand on passe à l'entrepreneuriat, bah, c'est différent, vous êtes tout seul chez vous, donc du coup, c'est vrai que discuter avec d'autres entrepreneurs, c'est super parce qu'au moins, vous ne vous sentez pas seul déjà, ça fait une communauté, et puis bah, du coup, vous pouvez échanger au quotidien, voilà, comme je dis, comme un collègue de travail. Mais pas que, vous avez aussi des entrepreneurs qui font complètement autre chose que vous, mais qui sont une mine d'or au quotidien. Alors, je vais vous en citer que deux, parce que j'en ai plein, j'en suis pas mal, mais c'est surtout les deux là dont je ne peux vraiment pas me passer au quotidien, donc je les ai mis dans mes favoris pour pouvoir voir tout le temps leurs publications, leurs stories, tout ça. C'est Aline de The Bee Boost. Alors franchement, Aline, c'est une pépite, c'est une coach business en fait, donc qui a réussi et vraiment qui te motive au quotidien pour te montrer que tout le monde peut y arriver si tout le monde se sort les doigts du comme elle dit souvent. Et donc du coup, elle a un contenu de ouf, que ce soit sur Instagram, sur son blog, sur son podcast. Son dernier thème podcast que j'adore, c'est les bottages de fesses. C'est des épisodes très courts de moins de 10 minutes et vraiment, elle nous parle comme si elle était en coaching avec nous sur un sujet précis et du coup, elle balance. Et du coup, ça fait du bien d'entendre ça parce que ça te remonte le moral. Quand tu commences à avoir de nouveau ces idées noires, que tu penses de nouveau, genre, je ne suis pas légitime dans mon travail, donc à cause du syndrome de l'imposteur, je pense que j'y arriverai jamais, je n'ai pas assez de temps, etc., etc. Toutes ces croyances qui te limitent en fait, tout ça parce que tu as des pensées négatives qui forcément te tombent dessus, hein, tu peux pas les éviter, hein, on est humain, c'est pas voilà. Mais du coup, grâce à ces petits épisodes, tout de suite ça te rebooste un petit coup pour te dire bah oui, elle a raison, pourquoi je déprime, pourquoi je pense ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est ma mine d'or au quotidien, je l'adore. On discute aussi en privé parce qu'elle parle avec tous ses abonnés, alors qu'elle a vraiment beaucoup d'abonnés et ça fait vraiment plaisir au quotidien. Et sinon, je suis également Julie et Julia de JNJ, donc que j'ai connu au sommet de photographie culinaire puisque Mélanie les avait convoqués pour parler organisation et de Notion. Donc Notion qui est mon outil chouchou désormais pour l'organisation, je ne peux plus m'en passer. Et du coup, en fait... pareil, elles ont un contenu de ouf, que ce soit au niveau de leur blog, de leur contenu Instagram. En plus, elles nous partagent leur backstage maintenant, dans les newsletters. Donc, sans filtre, elles vous disent clairement ce qu'il en est, quand ça va pas. Voilà, vous avez aucune surprise, c'est la vraie vie. Et c'est ce que j'apprécie autant chez Aline aussi, c'est qu'en fait, elle vous montre la vraie vie. Elle vous montre pas, d'accord, elles ont réussi, c'est des entrepreneurs qui ont réussi, mais ça n'a pas toujours été tout rose. Elles ont eu des difficultés aussi, et elles sont franches là-dessus. Et ça, j'adore, parce qu'au moins, comme je vous dis, c'est la vraie vie, vous vous rendez vraiment compte de ce qu'il en est. Alors qu'il y a d'autres entrepreneurs, vous pourriez déprimer parce que vous dites, bah, tout leur réussit, ils n'ont jamais de problème, ils n'ont pas de problème d'argent, ils n'ont pas de problème ils n'ont pas de soucis, voilà. Et ça pourrait te démoraliser, te baisser ton moral parce qu'au final, tu te dis, bah, elle y arrive et moi, j'y arrive pas, ou autre, tu vois. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, mon conseil ici, c'est donc de vous entourer en effet de personnes qui vous soutiennent, comme vos proches, d'autres entrepreneurs, parce qu'avec qui vous pouvez échanger au quotidien et qui vous soutiennent. Donc moi, c'est les photographes culinaires principalement, et certaines vont se reconnaître si elles regardent cette vidéo.
Et sinon, bien sûr, les autres entrepreneurs qui vous boostent, qui vous motivent au quotidien, parce que pour moi, Aline, Julie et Julia, ce sont des sources de motivation au quotidien. Et si vraiment ça va pas, que j'ai un souci ou autre, genre elles parlent d'un sujet et justement je me sens concernée, je vais en parler, bah tout de suite elles te répondent, on échange en DM si besoin. Vraiment, elles sont super. Elles sont super. Vraiment, c'est vraiment dommage que je ne peux pas acheter leur contenu. Enfin, pour JMJ, si j'en ai acheté un petit peu parce que leur première offre est pas très chère, mais il y a d'autres choses que j'ai envie de prendre chez elles, mais que pour l'instant je ne peux pas offrir. Mais c'est clair que voilà, déjà rien que le contenu gratuit qu'elles proposent, leur soutien au quotidien, c'est déjà une énorme aide pour moi. On passe au conseil numéro 4 qui est d'avoir de l'argent de côté. Ouais, je vous conseille fortement d'avoir de l'épargne. Alors pas forcément pour vous remplacer votre salaire. Alors après tout dépend de votre situation, hein, ça c'est sûr. Moi je sais que j'ai été licenciée donc j'ai bénéficié automatiquement du chômage. Là mes droits avaient expiré et ils ont été renouvelés pour 2 ans donc je suis de nouveau tranquille pour 2 ans au niveau du chômage. Donc en fait, l'argent que j'avais de côté, qui était mon épargne personnelle pour mon mariage, mais comme vous le savez, mon mariage avait été coupé en 2 à cause du coco. Et du coup, j'ai une partie qui a été dépensée dans le mariage donc de l'année dernière, parce que ça va faire déjà 1 an. Et le reste, c'était pour la fête de mariage que du coup, j'ai dû dépenser et investir dans mon entreprise. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément d'argent pour ça. Comme je vous dis, ça dépend de la situation. Si vous devez vous générer un salaire parce que vous n'avez pas de pôle emploi ou parce que vous n'arriverez pas à tenir, oui, il va falloir que vous mettiez de l'argent de côté, il faut prévoir ça. Donc là, ça sera beaucoup plus compliqué, hein, c'est sûr. Mais si, comme moi, vous touchez le chômage et que vous arrivez au moins à payer vos charges mensuelles avec, donc ce qui est le principal pour moi, tant qu'il n'y a pas de découvert et qu'on voilà, bon, c'est sûr qu'on peut plus partir en vacances, enfin, on peut pas faire de grandes choses, mais au moins on peut vivre normalement, entre guillemets. Du coup, forcément, avoir un peu d'épargne de côté, ça peut que vous aider pour investir parce que forcément, vous allez en avoir besoin. Donc, je vais dire par rapport à moi, parce que bien sûr, chacun a des besoins différents en fonction du métier qu'il a choisi. Mais pour moi, j'avais besoin d'un appareil photo professionnel. Alors, on peut très bien apprendre la photographie culinaire avec son smartphone, c'est ce que j'ai fait au départ. Après, j'ai utilisé mon compact que j'avais dans mon placard. Mais je me suis vite sentie limitée en fait. C'est pour ça que j'ai changé d'appareil. Je voyais que des choses que j'avais envie de faire, je ne pouvais pas les faire. J'étais à un moment, quand je voyais que je commençais à bien maîtriser l'appareil photo, je ne pouvais pas passer au niveau pro parce que je n'avais pas le matériel pour. On dit toujours que le matériel ne fait pas le photographe, c'est vrai, d'ailleurs ça est la preuve, mais du coup ça aide quand même. Je veux dire, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Avec mon réflexe, je peux faire un bel arrière-plan, je peux faire un bokeh lumineux. Ça, je ne peux pas le faire sans réflexe. Enfin bref, je vous conseille fortement d'avoir un peu d'argent, mais après si vous n'en avez pas, ce n'est pas non plus grave en soi, mais c'est sûr que en général il faut quand même investir un minimum. Voilà. Après tout dépend de votre métier, mais je ne pense pas qu'il y ait un seul métier où il n'y a pas besoin d'investir, en tout cas au tout début. 5e conseil, et donc ça fait suite directement au 4e conseil, le fait d'avoir de l'argent et de dépenser, c'est d'investir dans des formations. Il ne faut vraiment pas hésiter à vous former parce que déjà à cause du syndrome de l'imposteur qui peut parce que quand on n'a pas de diplôme, comme c'est moi le cas pour la photographie culinaire, vous pouvez dire oui, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut apprendre la photo. Alors après, il y en a qui vont plus y arriver que d'autres. Voilà, c'est quand même un métier créatif à la base, même s'il y a un peu de technique, mais, pas qu'un peu, mais tout ça pour dire que je me serais jamais sentie légitime si j'avais pas fait des formations, clairement. C'est pour ça que j'avais suivi une formation de photographe général que j'avais pris avec mon CPF, mais comme vous le savez, franchement, c'était une formation de merde, faut dire ce qui est. Donc je suis contente d'avoir gagné celle de Mélanie du coup juste après parce que grâce à ça, en 1 mois, j'ai su utiliser mon appareil photo, j'ai su faire des photos et en 1 mois, mon évolution a explosé. Vraiment, quand on voit mon avant-après, ça a été assez flagrant. Aujourd'hui, je le remarque moins, mais récemment, Mélanie m'a dit qu'elle avait trouvé que j'avais vachement progressé depuis la fin de la formation, qui était il y a 2 mois, et qui m'a fait du coup super plaisir. Vous vous rendez compte, quand votre formatrice vous dit ça, ça peut que vous faire plaisir. Donc voilà. Alors après, bien sûr, j'ai beaucoup de monde sur Instagram qui me le dit aussi. Ça fait super plaisir. Vos commentaires me font toujours chaud au cœur.
Mais c'est vrai que moi, comme je suis derrière l'appareil, c'est pas pareil. Enfin, je trouve que en effet mes photos sont jolies parce que sinon je les posterais pas si je les aimais pas. Mais j'ai pas l'impression d'évoluer plus vite en fait maintenant. C'est quand je vois mes collègues, les autres entrepreneurs photographes, je suis encore en dessous. Mais c'est normal, on évolue tous. Donc forcément, quand elles étaient là, moi j'étais là. Quand j'arrive là, elles sont là, et etc. Quoi. En gros, je vais toujours leur courir après, quoi. Donc, sauf si à un moment elles finissent par s'arrêter d'évoluer, mais je ne pense pas. On évolue toujours en photo, en tout cas quand on a l'envie, la passion et l'envie d'apprendre. Donc après la formation de Mélanie, comme vous le savez également, si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, parce que je vous ai déjà parlé de tout ça, je suis actuellement donc la formation pour développer mon activité, donc qui est une formation business qui reprend tout de A à Z. Donc ça m'a parlé justement du mindset, comment trouver son identité visuelle. Donc du coup, parce que trouver mon logo, ça a été mais vraiment hyper long. J'ai mis 3 longs jours pour trouver mon identité visuelle, parce qu'en fait c'est beaucoup plus long qu'on ne le pensait. Moi je pensais qu'on pouvait juste prendre ce qu'on veut, la couleur qu'on veut, et voilà. Et en fait pas du tout. Vous avez des significations, que ce soit dans la typographie, dans les couleurs et tout, et ils expliquent en fait, j'avais vu une vidéo sur le pouvoir des couleurs qu'elle nous avait conseillé, et que je vous conseille aussi, d'ailleurs ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos, elle dure que un quart d'heure, mais franchement ça a été une révélation parce que je ne voyais pas ça du tout comme ça, et ça m'a beaucoup perturbée, et ce qui fait que voilà, j'ai dû chercher vraiment pour avoir mon identité visuelle. Du coup, si vous l'avez manqué sur Instagram, je vous remets juste ici donc le logo de ma société. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un beau V pour représenter le véganisme, le côté vegan, le végétal. La couleur verte qui est la couleur dominante, même si ça ne se voit pas sur le logo, on a l'impression que c'est l'inverse, mais c'est le vert qui est dominant, donc pour le côté nature et végétal. Et sinon le bleu qui représente le ciel et la mer, donc du coup qui représente également la nature, et aussi en personnalité la vérité, l'honnêteté, donc du coup qui est un de mes principes fondamentaux de vie. Et sinon vous ne le voyez pas, mais il y a une troisième couleur qu'on appelle la couleur d'accentuation, et là j'ai choisi le orange puisque l'orange représente le dynamisme donc du coup et la communication, donc ce qui me correspond tout à fait. Donc ensuite après ça il y avait trouver son statut juridique, donc là du coup ça je vais en parler après, mais du coup ça a été très très compliqué aussi pour ouvrir ma société parce que je pensais que ce serait tel type d'entreprise et en fait pas du tout, donc voilà, mais je vais en reparler juste après. Après, il y a eu toute la phase comment trouver ses prestations, comment définir ses tarifs, les droits en tant que photographe, nos frais de photographe, etc., etc. Et là, à l'heure actuelle, je suis sur trouver des clients, donc ce qui est la plus grosse partie, et puis qui forcément est celle qui va me faire gagner de l'argent. Sinon, après cette formation, il y a plein d'autres formations qui m'attendent. Parce que pareil, j'avais eu accès à un bundle au mois de février avec 15 formations dont une dizaine sont hyper utiles pour le business et que je vais devoir faire au fur et à mesure. J'ai eu le temps d'en faire qu'une en même temps, mais pas plus parce que c'est vrai que entre la formation principale qui me prend beaucoup de temps et en plus on avance et plus j'ai des choses à faire, plus YouTube, plus ma vie perso, et encore ma vie perso est vachement mise de côté depuis plusieurs mois. Donc c'est vrai que forcément j'ai que 24 heures dans une journée et je ne peux pas être partout. Ça vous permet d'acquérir des connaissances, des compétences, et vraiment, je trouve que c'est kiffant. Et de toute façon, c'est un conseil qu'on vous donne fortement quand on est entrepreneur, c'est de ne pas hésiter à se former régulièrement pour justement toujours se démarquer des autres, des concurrents, et aussi pour proposer des prestations de meilleure qualité, enfin des choses encore mieux. Donc ne pas hésiter à se former et donc dépenser de l'argent. Mon 6e conseil, qui suit un peu les 2 derniers, c'est de ne pas hésiter à être suivi ou coaché, parce qu'en fait, le suivi aide grandement. Là, la formation que je fais actuellement, c'est ça, c'est une formation pour le business, mais très suivie, puisque Mélanie est là, on se fait des lives toutes les 2 semaines, on peut lui poser les questions au quotidien, enfin voilà, on a un réel suivi, donc du coup on peut poser nos questions, tout ce dont on a besoin, et c'est clair que sans ça, je pense pas que j'aurais été sereine à l'ouverture de mon entreprise, même si j'ai quand même encore des peurs bien sûr, mais au moins je suis sereine parce qu'on a vu tous les points importants et que je sais que j'ai toutes les infos et les bases pour commencer mon activité. Donc ça, c'est un gros point positif. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça que je suis contente d'avoir eu un coaching spécialisé dans la photographie culinaire. Mais c'est la première qui présente ça. Il y a aussi Marie Laforêt d'ailleurs. Marie Laforêt, il faut savoir qu'en tant que végane, elle est photographe culinaire aussi et qu'elle a proposé depuis cette année des coachings photos avec d'autres personnes. Pareil avec d'autres photographes.
Donc voilà, ça commence à se développer, mais c'était pas trop le cas avant. Donc si jamais le métier que vous choisissez, il n'y a pas de formation, bah, n'hésitez pas à prendre tout simplement un coach business général. Par exemple, Aline, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est coach business et elle s'occupe de tout ce qui est prestataire de service. Bon, après, il faut que vous fassiez de la prestation de service. Si vous faites autre chose, c'est complètement, voilà. Elle ne pourra pas vous aider, mais vous pouvez trouver tout à fait ce genre de coach. Pareil, il y a une fille que je suis sur Instagram que j'adore, elle est coach en organisation et sur Notion. Et du coup, pareil, son contenu est super et j'adore discuter avec elle au quotidien. Et elle propose aussi des suivis organisation. Donc si vous n'êtes pas organisé, vous avez besoin de l'être, vous pouvez suivre, voilà, vous pouvez être coaché aussi grâce à ça. Voilà, les coachings ne manquent pas. Après, il faut trouver la bonne personne qui vous convienne parce que forcément, ça peut convenir à quelqu'un mais pas à quelqu'un d'autre. Il faut que les personnalités matchent pour que le coaching soit enrichissant des deux côtés. Mais voilà, sachez que c'est possible et que je vous le conseille si vraiment vous êtes perdu et que vous ne savez pas où aller, il ne faut pas hésiter. Donc on en revient au point d'avant et au point d'avant comme quoi il faut dépenser, il faut investir, mais c'est vraiment vital je pense pour une entreprise. On passe au 7e conseil qui est trouver son statut juridique pour créer son entreprise. Alors, je vais essayer d'être courte, mais en fait, je vous conseille fortement de bien vous renseigner, mais malgré que vous vous renseignez, vous pouvez être quand même surpris. Ça a été mon cas. Je me suis beaucoup renseignée. Donc, il y avait 2 statuts possibles. Il y avait donc la micro-entreprise, donc auto-entreprise. C'est le statut basique en général pour les entrepreneurs, pour les freelances. Et il y avait donc pour la photographie culinaire, on nous conseille plutôt de prendre le statut artiste-auteur parce que financièrement, c'est beaucoup plus rentable. Mais il faut savoir que ce statut a quand même des inconvénients parce que ça impose aux clients de payer des cotisations pour soi et moi je trouve que ce système est franchement pas top du tout parce que vous êtes dépendant encore des clients comme quand vous étiez salarié en étant dépendant d'un patron qui paye les cotises pour vous et franchement je sais pas mais voilà en gros dire à un client voilà tu me payes ma prestation mais attention il faut que tu payes aussi mes cotises donc il faut et puis en plus tu peux pas lui faire une facture c'est à lui d'aller sur le site de l'URSSAF pour aller payer ça. Je trouve que c'est assez relou, même si on est gagnant financièrement, ça impose quand même, enfin je trouvais que c'était beaucoup de stress d'imposer ça encore à son client. Donc, donc du coup j'étais partie sur la micro-entreprise, quitte à changer plus tard, parce que de toute façon quand vous avez un statut, vous pouvez tout à fait le changer, ça ne pose aucun problème. Par contre, avec la formation de Mélanie, elle nous a mis une belle vidéo, une super vidéo d'un expert comptable qui expliquait tous les statuts différents en fonction des cas de figure. Et en fait, par rapport à mon cas de figure, en fait, finalement, apparemment, c'était plus une société qui convenait. Donc du coup, je suis tombée de haut. Vous pensez bien, je me suis dit, non, une société, tu te dis, non, c'est pour les grosses entreprises, pour les gros trucs et tout. Ah non, pas du tout. C'est vraiment, le statut juridique dépend vraiment de votre situation et pas de la grosseur de votre activité. Rien à voir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un expert comptable. Donc j'ai discuté avec lui et tout. Et donc il m'a confirmé que c'était la société qui était plus indiquée. Alors pourquoi? Tout simplement, pour vous résumer, à cause de mon Pôle emploi. Parce qu'en fait, le fait que je touche Pôle emploi et que je peux en vivre au quotidien, c'est-à-dire qu'en gros, je peux payer mes charges, j'ai pas besoin d'argent en plus. Enfin, si, on a toujours besoin de plus d'argent, vous voyez ce que je veux dire, mais au moins je peux payer mes charges. Donc du coup, si vous voulez, ça fait 1 an maintenant que je gagne que ce salaire et voilà, même s'il y a eu une baisse quand j'ai eu le renouvellement des droits, ça va. Avec Anthony, on tient, il n'y a pas de souci. Donc, vu que je peux vivre avec ce chômage, la société est indiquée parce qu'en fait, tout l'argent que je vais gagner avec mon activité, si je ne me rémunère pas, je n'ai pas de cotisation. Et puis, j'aurai pas d'impôt dessus, puisqu'au final, mes impôts iront uniquement sur mon salaire de chômage. Par contre, je paierai bien sûr de l'impôt sur la société. Ça, c'est encore autre chose. Mais quand on fait globalement le compte, on est vachement plus gagnant. Parce que rien que de ne pas payer les cotisations sociales, on est plus que gagnant en fait. Mais vraiment, vraiment. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous êtes au chômage, vous avez par défaut votre sécurité sociale, vous cotisez pour la retraite. Donc au final, voilà, vous avez vos cotisations. Donc ça ne sert à rien de payer encore en plus une cotisation alors que je les paye déjà avec mon chômage. Donc voilà, donc du coup la société est plus indiquée pour moi, donc du coup sur le coup j'ai eu des doutes, donc après j'ai fait des recherches sur internet, j'ai vu qu'en effet au fur et à mesure de mes recherches qu'en effet c'était le plus indiqué. J'ai quand même appelé un autre expert comptable pour avoir un deuxième avis et j'ai aussi vu une vidéo sur internet concernant un avocat qui parlait de ça et aussi pareil qui expliquait les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise ou de la société et pareil quand j'ai vu sa vidéo c'était très très parlant.
Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à vous renseigner et ne pas hésiter à appeler un expert comptable parce que les experts comptables sont quand même plus qu'indiqués. Si vraiment ils savent que, bon après il faut être sûr qu'ils ne vous disent pas société alors que c'est en fait la micro-entreprise. Il faut avoir confiance aussi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur des cabinets de confiance avec des bons avis et tout. Pour que justement, s'ils estiment que pour vous c'est la micro-entreprise et donc du coup forcément eux ils y gagnent rien parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un comptable quand vous êtes en micro-entreprise. Bon, voilà, au moins vous savez qu'il vous a conseillé, il vous a dit, oui, la micro-entreprise est plus indiquée, ok, vous pouvez le croire sur parole. Par contre, si on vous dit, ouais, mais c'est la société et tout, bon, renseignez-vous quand même au préalable pour être sûr, mais voilà, moi c'est ce que j'ai fait et ils m'ont convaincu puisqu'en effet, ils ont eu les bons arguments, ils m'ont expliqué pourquoi, puis j'ai fait d'autres recherches entre-temps et voilà. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai ouvert une société, donc une SASU. Alors sinon, vous pouvez également vous renseigner auprès de la Chambre des métiers, c'est ce que j'ai fait aussi, sauf que moi, elle me conseillait plutôt micro-entreprise et quand je lui ai dit après coup que c'était la société, elle n'était pas d'accord. Pourtant, je lui ai dit, écoutez, pourtant financièrement, on a fait le point sur tout, c'était quand même plus avantageux. Donc voilà, donc je vous conseille oui et non de vous renseigner avec la CMA dans le sens où voilà, la personne que j'avais au téléphone était très agréable, on a bien discuté quand même, elle m'a dit faites ce que vous voulez, hein. Elle m'a dit il n'y a pas de souci, elle me dit mais c'est vrai que je suis un peu sceptique, bon elle était sceptique, bon voilà, moi je sais que j'ai été convaincue par les dires de l'expert comptable, parce que comme je vous l'ai dit j'ai fait des recherches et j'ai eu plusieurs avis et j'ai eu pas mal de questions, faut dire que j'étais comptable avant donc forcément je savais aussi quoi dire pour avoir plus, même si le domaine juridique n'était pas du tout de mon domaine de compétence, j'ai quand même quelques notions et le fait que voilà je pouvais savoir si ce qu'il me disait c'était vrai ou pas, donc voilà, ça m'a aidé aussi, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, en gros, ne pas hésiter à vous renseigner, faites attention, ne faites pas parce que l'un est auto-entrepreneur que vous devez prendre le même statut, hein, parce que c'est le cas, hein, j'ai des amis photographes qui sont en micro-entreprise et d'autres qui sont en société, donc, et d'autres qui sont artistes-auteurs. Donc chacun, en fonction de sa situation et de ses choix aussi, hein, de ce que vous avez envie, hein, parce que vous pouvez très bien dire, ok, c'est peut-être plus indiqué, mais j'ai franchement pas envie d'avoir un comptable, machin, alors qu'en fait, au final, financièrement, vous êtes gagnant. Mais voilà, ça dépend aussi de vous, si vous préférez être en micro-entreprise, quitte à perdre un peu d'argent, voilà, c'est votre choix. Mais voilà, si vous voulez vraiment la meilleure optimisation possible, renseignez-vous, prenez un expert comptable, n'hésitez pas. Au départ, là, en plus, le suivi est gratuit. Moi, mon ouverture d'entreprise était gratuite, hein, ils m'ont tout fait gratuitement. Je paye seulement depuis ce mois-ci le suivi mensuel, puisque maintenant, ils font ma comptabilité. On passe maintenant au 8e conseil, qui est n'attendez rien de Pôle emploi. Clairement. Pour être honnête, depuis 20 ans, je me suis retrouvée au chômage 3-4 fois environ. Et à chaque fois, ils ne m'ont jamais aidé. Je suis désolée. Ils vous aident ni à trouver un boulot. Voilà, ils sont juste là pour vous vous inscrivez pour vos sous. Personnellement, pour moi, ils ne servent qu'à ça. Parce qu'en dehors de ça, ils ont beau améliorer leur suivi, machin. Ma conseillère est très bien, je ne dis pas le contraire, mais au niveau des outils qu'ils proposent, je suis désolée, ils ont largement un train de retard, clairement. L'atelier qu'on m'a imposé, parce qu'on vous impose des ateliers du coup, hein, pour créer mon entreprise, ça a duré 3 mois. Je suis sortie de là avec plus de questions que de réponses, et en plus, au final, ils m'ont pas du tout dit ce que je devais faire comme entreprise. Voilà. Et ils m'ont dit des trucs qu'en plus je savais déjà, parce que je m'étais déjà renseignée au préalable. Ça peut être bien pour les gens qui savent vraiment pas du tout par quoi commencer, oui, mais on était un groupe, de toute façon on le voyait quand on faisait des visios, tous les gens du groupe posaient les mêmes questions que moi, on avait tous les mêmêmes problématiques et on ne comprenait pas à quoi servait cet atelier au final, puisqu'au final ils ne répondaient pas du tout aux questions qu'on se posait. Donc voilà, donc j'ai perdu 3 mois parce qu'en plus ils nous demandaient beaucoup de travail en amont. Franchement, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, donc ça ne m'a pas vraiment aidé. Là, j'ai un autre atelier qu'on m'a imposé ce mois-ci, mais là, c'est pour faire mon actualisation tous les mois. Alors, on m'a posé un atelier de 2 heures juste pour m'expliquer comment actualiser sur Pôle emploi, alors que ça prendrait sûrement 5 minutes, mais bon, j'ai pas le choix, je suis obligée, je vais y aller, quoi. Mais pour dire que, voilà, n'attendez rien de Pôle emploi. Vous pouvez leur poser des questions, ce genre de trucs, mais franchement, c'est pas eux qui vont vous répondre, qui vont vous donner des bons conseils, parce que eux-mêmes ne savent même pas. Ils savent même pas. Donc voilà, il faut juste que vous en soyez conscient. Donc vous pouvez bien sûr regarder leurs outils, hein, sur leur site maintenant, vous avez un pôle spécial pour les entreprises, pour regarder des trucs, machin. Mais voilà, même pour les formations, clairement ils ne vous aident pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais demandé à ce qu'ils me payent un complément de ma formation sur mon CPF. Ils m'ont refusé. Ils me l'ont refusé, ils ont estimé que ma formation n'était pas adaptée par rapport à ma demande de création d'entreprise.
Bah, je sais pas ce qu'il leur faut, hein. C'était une formation complète pour créer mon entreprise, trouver des clients, il y avait tout qui était inclus dedans. Voilà, je vois pas où c'était le cas, quoi. Et j'ai appris que quelqu'un d'autre qui suivait la formation, eh bah, elle a eu la formation payée en intégralité. J'ai pas compris, quoi. Pourquoi elle et pas moi? Donc, c'est des trucs que, franchement, je... Bref, et quand j'ai demandé pourquoi, alors, ils ont pas su m'expliquer, hein. Ils m'ont dit, ah bah ça a été dit, ça a été fait comme ça, et voilà. Ah super, bon. Donc pour vous dire que voilà, financièrement, ils vous aident pas, leur atelier ne sert pas à grand chose, donc voilà, ne comptez pas sur Pôle emploi. Pôle emploi reste juste là pour vos indemnisations, c'est tout. Enfin moi en tout cas, ils servent qu'à ça, clairement. Mon 9e conseil, c'est d'être organisé. Alors si vous n'êtes pas organisé de base, ah bah, il va falloir que vous appreniez, hein, parce que clairement, avec tout ce qu'il y a à faire et à penser, il faut une organisation du tonnerre. Donc moi, depuis que j'ai découvert Notion, donc c'est vrai que cet outil m'aide beaucoup, et comme je suis organisée de nature, donc forcément ça a matché tout de suite. Et du coup, pour définir vos objectifs, vos priorités, votre to-do list, voir ce que vous avez à faire au quotidien, par semaine, voilà, moi je suis obligée voilà, j'ai dû avoir une organisation vraiment type entreprise, business, dirigeant en fait, hein, c'est complètement différent. J'avoue, je kiffe, j'adore ça et je cherche encore le moyen d'améliorer mon organisation actuelle, mais c'est déjà pas mal. Donc pour dire que j'ai des objectifs, j'ai des projets, j'ai une to-do list liée et chaque semaine, j'organise ma semaine avec mes objectifs de la semaine. Et tous les mois, et tous les mois. Et là, donc j'ai fait un plan d'action sur 3 mois, puisque ma formation dure 3 mois, donc du coup j'ai calqué mon plan d'action dessus, ce qui tombe très bien parce que ça tombe avec le 2e trimestre. Donc mon plan d'action pour le 2e trimestre, bon bah globalement c'était ouvrir mon entreprise, créer mon site internet, trouver mes premiers clients, et voilà. Donc du coup c'est déjà 3 objectifs très importants qui ne sont pas encore finalisés, hein. Mon site internet n'est pas encore fini, mais je m'y emploie, je devrais bientôt l'avoir fini. Mais du coup oui, l'organisation c'est ce qui vous sauvera la vie au quotidien, parce que quand vous allez voir la masse de travail, ça peut vous décourager. Alors pareil, quand je vois des fois ma to-do list comme ça, voilà, mais je me dis c'est pas grave, ça va se planifier petit à petit, on va y arriver, et c'est ce que je fais au quotidien. Donc bon, j'avoue, j'ai encore un peu de mal, je mets toujours trop par jour, hein. C'est pour ça que maintenant j'ai intégré en fait, suite à un live justement de l'entrepreneur qui fait de l'organisation, là, elle avait expliqué comment faire une to-do list efficace, et elle avait conseillé justement de rajouter la durée. Le problème, c'est que moi, j'arrive pas à évaluer la durée des tâches, parce que en général, des fois, je pense que ça dure tant et c'est plus du double. Donc voilà. Donc elle a dit de ne pas hésiter à augmenter cette durée, justement, quitte à la baisser quand ça a été réalisé, qu'on a mis moins de temps. Mais au moins, ça permet vraiment de voir sa journée. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, aux minutes, quand je vois ma journée to do, il faut pas que ça dépasse 480 minutes, qui correspond à 8 heures de travail. Donc, parce que sinon, si vous êtes au-dessus, vous n'y arriverez pas, quoi. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait, et c'est vrai que depuis que je fais ça, ça me permet de mieux adapter mes journées to do. Et voilà, bon après, ça fait seulement 1 semaine et demie que je suis ça, à voir au quotidien et par la suite, mais en tout cas, ça me permet de voir, et ça me permet aussi de savoir le nombre, la durée réelle de ce que j'ai travaillé sur la tâche. Et puis aussi de voir ce que j'ai fait. C'est motivant aussi, il ne faut pas oublier de voir, parce que des fois on voit, ah, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu regardes la to-do terminée, et là, tout de suite, ah ouais, mais j'ai fait tout ça quand même. Ça relativise. Beaucoup, beaucoup. On arrive au 10e et dernier conseil. Il y a un conseil bonus, mais je vous en parlerai juste après. Pour ce 10e conseil, alors ça, c'est un conseil qu'il faut que je m'applique à moi-même, parce que pour l'instant, j'ai encore beaucoup de mal, je vous l'avoue. Mais le conseil, c'est ne pas hésiter à ralentir et prendre des pauses. Parce que là, clairement, j'ai beaucoup de mal. Cette semaine, j'ai réussi, avec mon mari, on a décidé jeudi de faire une journée break, puisque comme je travaille aussi le week-end, donc finalement, j'ai dit je peux faire un break en semaine. C'est vrai que ça ne change rien pour moi. Limite, je préfère travailler le week-end, parce qu'en plus, sur le week-end, il y a moins de choses sur Instagram. Donc du coup, je suis moins tentée de scroller sur Instagram, parce que j'ai forcément moins de messages, moins de contenu. Donc du coup, c'est vrai que ça peut me permettre de travailler plus efficacement le dimanche. Et comme mon mari ne travaille pas les week-ends, mais il a souvent des jours de congé en semaine, donc au final, je me dis, bon voilà, on peut se calquer, je peux me calquer avec son planning, et puis en fonction des besoins aussi. Donc jeudi dernier, on a fait une belle journée break, hein. On a passé la journée au centre-ville de Nancy, on a été se balader, on a fait les boutiques, même si les boutiques ça a été fait de manière professionnelle, parce que j'ai acheté des bouquins business, que j'ai acheté du matériel pour la photo, pour le stylisme culinaire, enfin bref. Mais bon, ça m'a fait plaisir, on est sortis, on a été se balader, on a été au restaurant, voilà, en plus j'ai pu goûter une poutine végane
Waouh, c'était trop bon. Ça fait plaisir de se balader, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas fait, donc voilà. Et puis le lendemain, du coup, on avait décidé d'aller faire une petite séance de sport tous les deux. Et on a voulu y aller le matin à la fraîche pour pas qu'il fasse trop chaud et aussi pour pas qu'il y ait du monde, parce qu'on a utilisé un terrain public. Donc du coup, pour être sûr qu'il n'y avait pas un chat, on y était exprès en semaine le matin, parce que du coup, les enfants, ils sont à l'école, donc on était sûr d'être tranquille. Et aussi parce qu'ils avaient prévu des orages à partir de la fin de matinée, donc on a dit on va y aller. Et du coup, on a été faire une séance de basket et franchement, j'ai kiffé. J'ai mal partout. Aujourd'hui, j'ai des courbatures de malade. C'est aussi pour ça que je voulais faire une vidéo posée parce que franchement, j'ai mal partout. Mais vraiment, j'ai kiffé parce que c'était fun, c'était sportif et je me suis amusée. Et avec mon mari, on a passé un bon moment. Bon, ça a pris la matinée finalement parce que le temps que je rentre, que je prenne ma douche, tout ça. Après, il était l'heure déjà préparé le repas, donc j'ai bossé que l'après-midi. Mais avant, j'aurais culpabilisé en disant ouah, j'ai perdu 4 heures, j'ai pas bossé et tout. Bon, c'est pas grave, je sais qu'il y a des priorités et tout. Là, aujourd'hui, c'est YouTube. Demain, ça va être mon site internet. Voilà, chaque jour, j'essaie de faire un jour par thème et puis de m'y mettre et puis voilà. Et puis d'essayer de m'écouter, de prendre des pauses plus régulières. Donc déjà, j'ai appliqué la méthode Pomodoro depuis quelques jours parce que justement, ça vous oblige à prendre des pauses. C'est pas mal. Jusqu'à présent, je trouve que ça va parce qu'au départ, c'était dur parce que la concentration en 25 minutes, vous êtes tellement à fond que quand ça sonne, vous dites quoi déjà? Voilà. Et puis vous vous dites, il faut que j'arrête pendant 5 minutes alors que j'étais concentrée. Mais en fait, non, c'est hyper bon. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que quand vous continuez d'affiler sans prendre de pause, à un moment, votre concentration, elle finit par vaciller. Au bout de 2-3 heures, à un moment, vous n'êtes pas aussi efficace. Et le fait de vous interrompre, de déconnecter et de revenir, donc certes, vous devez vous remettre dans le bain, mais en fait, je pense que c'est une mécanique à avoir parce qu'après, j'avais beaucoup plus de facilité et pendant 25 minutes, j'étais bien concentrée. Ce qui fait qu'à la fin, mes sessions de Pomodoro, au final, 25 minutes, j'avais fini ma tâche juste avant que le timer sonne en fait. Donc du coup, j'étais limite bien réduit à 25 minutes. Ça peut peut-être aider justement à raccourcir aussi le temps passé et de pas trop de pas laisser le temps défiler alors qu'en fait, vous auriez pu avoir fini beaucoup plus tôt. Donc voilà, donc je vais continuer là-dessus et puis on verra bien ce que ça donne par la suite. Bon, du coup, je me rends compte que je vous parle de la méthode Pomodoro, mais peut-être que vous ne connaissez même pas ce que c'est. En fait, c'est faire des séances donc, de 25 minutes. Donc, vous faites une séance de 25 minutes où vous êtes focus sur une seule et unique tâche. Ça, c'est important, hein, pas vous faire 50 tâches, une seule tâche. Bon, si vraiment vous avez fini au bout de 5-10 minutes, vous passez à une suivante. Mais voilà, 25 minutes sur une tâche. Ensuite, 5 minutes de pause. Ensuite, de nouveau 25 minutes de travail. Ensuite, 5 minutes de pause. Et vous faites ça 4 fois en tout. Ce qui fait qu'au final, vous avez fait, si vous calculez, 25 minutes x 4, donc ça fait 100 minutes, plus les 5 minutes de pause x 4, donc 20 minutes, donc ça fait 120 minutes, ça fait 2 heures. Donc vous avez fait 2 heures de boulot, enfin un petit peu moins avec les pauses, mais voilà, ça fait une session de 2 heures. Ensuite, vous avez le droit à un break de 15 minutes. Et ensuite, vous repartez sur une session pour faire 2 heures à nouveau. Donc 4 sessions de Pomodoro, donc 4 sessions de 25 minutes avec 5 minutes de pause. Bon, je pense que cette vidéo va être assez longue. Donc j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant d'avoir donc du coup mon expérience personnelle et aussi mes conseils si jamais vous aussi vous voulez devenir freelance. Je passe du coup au conseil bonus, donc qui est le 11e conseil caché. Mon conseil qui normalement devrait même être le numéro 1, j'ai envie de vous dire, clairement parce que c'est ce qui va guider tout ce que vous allez faire. Le conseil, c'est kiffer votre futur métier. Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux au monde, clairement. Et là, moi, je kiffe. Je kiffe ce que je fais. J'ai le plaisir de me lever le matin, alors qu'avant, quand je m'étais réveillée à 6 heures, j'avais beaucoup de mal à me lever. Franchement, des fois, ça ne me motivait pas. Quand ça se passait pas bien au travail, ou que je sais que mes chefs allaient me saouler, ou que c'est mes collègues que j'appréciais pas. Enfin, c'était pas agréable, j'avais pas envie de me lever, j'avais hâte d'être le soir, d'être le week-end. Là, c'est pas du tout le cas. Mais alors, pas du tout. Je suis contente de me lever le matin. Je suis contente d'aller sur mon ordi, d'aller bosser. Ça me dérange pas de bosser jusqu'à 22 heures. Alors qu'avant, pour moi, le repos, c'était sacré. Hein. Pour moi, le soir et le week-end, c'était on ne bossait pas. Aujourd'hui, en fait, je vois même pas ça comme un boulot, vu que c'est vraiment une passion et un kiff. Pour moi, c'est pas une corvée. Donc, je le fais avec plaisir. C'est pour ça que je vous dis que j'ai du mal à faire des pauses et qu'il faut absolument que je fasse des pauses parce que la vie perso est aussi importante. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai un mari super, il est hyper compréhensif, mais souvent il me remet aussi à l'ordre pour me dire chérie, on va peut-être faire passer un peu de temps tous les deux. Oui, t'as raison, parce que même moi je culpabilise de ne pas passer du temps avec lui, de geeker avec lui, puis j'ai envie de faire d'autres choses aussi, c'est sûr, mais je manque tellement de temps et j'ai tellement de choses à faire pour le business. Vu que c'est l'ouverture, tout ça, forcément, il y a beaucoup de trucs à faire au départ. Je pense que ça ira mieux par la suite. Mais du coup,
Voilà, c'est dur, de s'arrêter. Mais ça reste un kiff et c'est tout ce qui compte. Faut juste pas que ça passe en burn-out, comme je vous l'ai dit, parce que à des moments j'ai craqué parce que j'avais trop de charge mentale et que des fois vous avez aussi des pensées négatives qui reviennent. C'est obligé, c'est humain, comme je vous l'ai dit, c'est normal. Donc forcément, voilà, ça peut perturber, mais voilà, je reviens toujours à l'essentiel. Il faut faire, donc il faut kiffer ce que vous faites et il ne faut pas hésiter à faire des pauses. Ça, c'est vital, clairement. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!